Bonsoir, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir pour parler de l'actionnariat salarié. Vaste sujet, notamment après des annonces gouvernementales sur la création d'un Next 40. Il y a plein de sujets dont on va parler, mais on va axer, nous, cette soirée, sur tout ce qui est actionnariat salarié. Donc on va parler de ça, et ensuite on va essayer d'élargir avec peut-être d'autres questions, parce que parler que de ça, ça risque d'être peut-être un peu embêtant. Ce soir, donc, on accueille Kat Borlogan. Je présente mesdames d'abord. Ensuite, Cécile Plessis. Donc, Kat Borlogan d'abord, qui est la présidente de la French Tech. Cécile Plessis, qui est la Head of Talent du Hub BPI France. Nicolas Brienne, qui est le CEO de France Digital. Et Willy Brown, qui est cofondateur de Daphne. Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 petits mots très rapides Bien sûr. Avec joie. Bonjour, Kat Borlogan, je suis la directrice de la mission French Tech, qui est, pour ceux qui ne comprennent pas trop quelle est la différence entre la French Tech au sens global et la mission French Tech. Moi, je dirige l'équipe qui est en quelque sorte le bras armé de l'écosystème tech au centre de l'État. On est quasiment 150 maintenant quand tu comptes tous les correspondants tech qui viennent d'être annoncés par le président. Un simple job, c'est de faire en sorte que la France soit un des meilleurs pays au monde pour lancer et développer les champions de tech internationales qui ont un impact positif sur le pays. Voilà, c'est mon pitch. Donc Cécile Plessis, je travaille au Hub BPI France. Je suis en charge du développement RH des startups dans lesquelles on investit. Donc c'est une 50aine de startups par an avec 3 batchs. Donc sur un modèle un peu à 2 jambes, conseil RH et recrutement, qui est un énorme enjeu pour les startups actuellement. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Nicolas Brienne, je dirige France Digital, qui est un espèce d'animal un peu bizarre, à 2 têtes. On est la seule organisation au monde à rassembler les entrepreneurs du numérique et les investisseurs du numérique également, donc les startups et les VC. On est également le plus grand réseau de startups en Europe, 1500 startups dans le réseau et donc une centaine de fonds de VC. Mon but dans la vie, c'est de servir de poil à gratter à Kat Borlogan et à quelques autres parmi les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'effectivement on ait un maximum de régulation startup friendly, on appelle ça du lobbying. Et puis en parallèle, on développe beaucoup d'actions d'écosystème pour aider justement nos boîtes à grandir. Donc typiquement, on a des actions pour vous aider à recruter des C-level à l'international. On a des actions pour préparer la prochaine levée de fonds jusqu'au late stage. Et on essaye effectivement d'avoir le plus bel écosystème en Europe, ce qui est plutôt bien parti. Vaste programme. Et bonjour à tous, je m'appelle Willy, je suis le cofondateur de Daphne, qui est une société de gestion qui investit en capital risque. On a investi dans 27 boîtes, dont 3 issues de The Family, Agricool, Fretlink et Trusk. Donc on est ravis de ces 3 et des 27 également. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les stock options, notamment parce que je me suis rendu compte que la matière humaine, c'est la matière principale dans les startups et c'est un sujet à la fois compliqué et excitant. Je me suis beaucoup penché là-dessus, j'ai parlé à beaucoup de professionnels du secteur. J'en ai fait un livre pour essayer de partager mes découvertes sur les RH dans des startups qui s'appelle Human Resources for Startup, titre très original. Et je suis donc un fervent supporter d'Equity, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, et merci de faire ce que tu fais. Merci beaucoup pour le soutien et pour vos présentations. Première question qu'on va se poser, c'est pourquoi en fait le partage du capital est un standard. Donc, je disais peut-être un peu en filigrane, est-ce que c'est parce que les startups n'ont pas d'argent et elles n'ont que ça, ou est-ce que c'est peut-être plus que ça aussi? Première question, Kat, tu es désignée. Non, mais tu as raison, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que c'est un peu triste de réduire ça juste comme une carotte, en fait. C'est quoi l'expression française, les carottes au bout d'un bâton? Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de la culture. Je pense que c'était d'ailleurs Jean-Baptiste Rudel qui a la fameuse citation où quand on lance une start-up, on demande aux autres de s'embarquer avec nous dans une aventure. Et c'est normal que si on trouve du trésor, on partage le butin. Donc, Jean-Baptiste Rudel qui est CEO de Criteo. Exactement, pardon, oui. Mais ensuite, comme disait Willy, on est en plein milieu d'un guerre de talent. Il est hyper violent. Enfin, là, c'est vrai qu'on a vu des chiffres qui sont hyper intéressants pour l'écosystème tech français. Grosso modo, il y a plus de startups qui lèvent plus d'argent plus vite. On a eu 2 fois plus de licornes. On a eu une série de mega rounds en 2019. Mais en fait, la croissance du pool de talents n'a pas grandi de manière exponentielle, par contre. Donc, le stock option, BSPCE, c'est une manière aussi de pouvoir attirer des talents.
face notamment aux GAFA, aux grands groupes, aux licornes américaines, tout ça qui rentre dans le territoire. Et il y a un autre sujet aussi qui est quand même la rétention, parce qu'en plus d'attirer des talents, il faut quand même les garder. Et c'est justement le genre de vesting schedule, je te laisse expliquer, qui permet de faire en sorte qu'ils restent. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes une start-up et vous commencez à décoller, votre marque commence à être connue. Ça veut dire que tout le monde va commencer à viser vos employés, essayer de poacher, débaucher, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Un des mécanismes en fait pour les retenir ou les encourager à rester jusqu'au bout, c'est l'actionnariat salarial. Merci. Et Nicolas, tu penses toi aussi que c'est vraiment un grand défi et que la raison pour laquelle on... T'as ton propre micro, c'est très classe. Est-ce que c'est ça qui explique que ce soit un standard, le partage du capital? Parce que est-ce que c'est du mimétisme par rapport aussi aux pratiques anglo-saxonnes, ou alors est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on développe par nécessité, ou aussi, pour quelle raison ce serait un standard? La base, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire, quand tu es fondateur, tu n'es pas tout seul à créer la valeur. Tu as ton CTO, tu as tous les autres, et c'est juste normal que tu partages la valeur. Le problème, c'est qu'historiquement, quand tu reprends un petit peu de la big picture, les outils de partage de la valeur, c'est l'intéressement, c'est la participation. C'est fait pour des boîtes qui font du bénéfice. Et la nouvelle économie, nos startups, elles ne créent pas toujours du bénéfice, ça ne veut pas dire pourtant qu'elles ne créent pas de valeur. Et donc il fallait qu'on invente des mécanismes pour partager de la valeur sans pour autant partager des bénéfices qui n'existent pas. Et c'est pour ça que le BSPCE, c'est une révolution conceptuelle, c'est assez neuf en fait, ça a à peine une vingtaine d'années. Et c'est juste l'outil probablement le plus attractif qu'on puisse imaginer pour retenir des talents, pour avoir des organisations aussi qui soient un petit peu plus latérales et moins verticales. Et c'est probablement un des trucs les plus attractifs pour notre écosystème. On a souvent, quand on interroge dans les classements internationaux, quand on compare les écosystèmes, les BSPCE apparaissent régulièrement, et là on reparle de la guerre des talents, apparaissent régulièrement comme un des trucs qui nous différencie par rapport à nos voisins allemands par exemple. Cécile, toi, de ton côté, avec les entreprises que tu peux accompagner dans le cadre du hub, est-ce que c'est quelque chose aussi qui paraît évident de vouloir partager le capital ou pas? Je pense que dans les boîtes qu'on accompagne et dans les boîtes que je vois, en fait, tout le monde ne partage pas le capital. Je pense que c'est quand même 50-50. Il y a plein de boîtes qui ne le font pas aujourd'hui, notamment des boîtes en province qu'on accompagne aussi. Donc il peut y avoir aussi un petit phénomène parisien versus aussi la province par rapport aux boîtes qu'en tout cas que nous on voit et qu'on accompagne. Et je ferais aussi une petite différence sur l'attractivité entre les profils C-level, les postes clés qui sont vraiment très sensibles au BSPCE et aux collaborateurs plus classiques, c'est pas péjoratif, qui eux vont être quand même plus sensibles à un package global de rémunération. Comme tu le dis si bien, c'est pas ça qui va payer ses courses au franc prix, les BSPCE, donc ils vont être plus sensibles à une rémunération plus attractive, peut-être une part variable, des avantages X ou Y, les tickets resto, la prime transport, la prime vélo, &co. Et en plus, je pense, comme tu le disais justement, ils ne comprennent pas forcément le mécanisme, donc il y a une immatérialité du mécanisme qui est plus matérielle en fait dans la tête des C-level, qui ont déjà pu être en start-up avant, qui ont déjà vécu, qui ont déjà peut-être fait un bénéfice grâce à ça. Donc je ferais vraiment cette distinction entre les profils un peu plus capés et les collaborateurs qui rentrent sur le marché, qui sont plus jeunes et qui sont plus là pour gérer aussi leur rémunération au quotidien et pas des parts potentielles. Ouais, tu veux rajouter un petit mot, bien sûr, Oui, si je t'en prie. pour aller complètement dans le sens de Cécile, nous les chiffres qu'on a sur le baromètre Frangital, donc plutôt sur des boîtes qui ont déjà traversé le couloir de la mort et tout, c'est 75% des boîtes qui distribuent des BSPCE. À mettre en lumière avec le chiffre que tu as sorti sur des boîtes un petit peu plus early stage. Effectivement, distribuer des BSPCE, c'est un signal assez fort que tu envoies, que tu es déjà à un certain niveau de maturité, tu es déjà dans une stratégie de rétention des talents, d'attractivité, etc. Et effectivement, c'est peut-être pas forcément la première question que tu te poses sur les 6 premiers mois d'existence de la boîte. Mais voilà, pour ajouter à ce que tu as dit, c'est pas juste une question de la maturité de la boîte, c'est aussi la maturité de l'écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas de BSPCE tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas d'exit.
Tu vois, enfin, et c'est très récent en fait qu'on commence à produire des exits vraiment dignes de ce nom, qui donnent vraiment l'impression que c'est quelque chose qui peut éventuellement voilà, aboutir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est frappant quand on compare, par exemple, l'écosystème anglo-saxon, que ce soit les États-Unis ou peut-être le UK aussi. Et d'ailleurs, Willy, toi, en tant qu'investisseur, sur ça, est-ce que c'est vraiment aussi la raison pour laquelle peut-être les entrepreneurs commencent à utiliser, compte tenu de la maturité du marché qui commence à être de plus en plus importante, et donc potentiellement avec des exits, c'était le cas de Criteo, c'est un exemple, il y a d'autres cas aussi qui se sont passés en Europe, il y a Skype, il y en a plein qui se produisent, des belles histoires, et qui recréent à leur tour peut-être un écosystème du fait de ce partage de la valeur. Est-ce que c'est le cas ou c'est juste une chimère derrière laquelle on court, et en fait c'est un peu cette poudre aux yeux? Et est-ce que c'est du startup bullshit ou pas du tout? Alors déjà, vu que je ne vais pas te discipliner, je ne vais pas répondre tout de suite à ce que tu me demandes. Juste, j'aime bien me dire qu'il y a une forme de maintien de la culture de la Silicon Valley des années 70, un peu hippizo, anarcho-libertaire. Et finalement, quand on voit qu'il y a 53% des boîtes qui distribuent à tout le monde, on peut se dire qu'à la fois, il y a une tension entre la volonté de blitzscaling et de conquérir, de conquête, de recherche de pouvoir et de domination. Et à la fois, il y a un côté très, très partage et très contestataire de l'économie telle qu'elle est. Et donc finalement, on se dit, c'est peut-être aussi culturellement un marqueur intéressant, et une question culturelle. Et après, pour répondre à ta question vraiment, oui, je pense que déjà, effectivement, il y a plus d'exits. Il y a ce phénomène de mafia, de mafia au sens positif, pas de cartel, pas de cartel, en tout cas, je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Effectivement, de salariés de salariés et de fondateurs qui ont développé des boîtes, qui ont fait des succès, qui se sont enrichis grâce au capital. C'est quand même rare de devenir très riche avec du travail. Enfin, c'est quand même la rémunération du capital qui permet de faire des vrais gaps, enfin des vraies marches, des vrais sauts de rémunération. Donc effectivement, il y a ça, et il y a aussi un second élément, c'est qu'il n'y a pas que des exits, il y a aussi du secondaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de tours de secondaire dans des grosses levées de fonds, où les fondateurs et les salariés, de plus en plus, peuvent vendre une partie des actions qui sont vestées, ou en tout cas peuvent transformer leurs options en actions et donc les revendre. Et du coup, là, qu'est-ce que le secondaire? Est-ce que quelqu'un sait, quand on dit secondaire, ce que ça veut dire dans la salle? Vous pouvez lever la main. Ok, on va expliquer ce que c'est le secondaire. Donc le secondaire, pour comparer au primaire, le primaire de manière très simple, c'est quand la société, quand elle lève des fonds, pardon, je fais un peu le cours pour expliquer ce que c'est, et c'est une société qui émet des actions nouvelles, qui sont souscrites par qui? Par des investisseurs qui investissent à ce moment-là. En contrepartie de l'argent qu'ils mettent dans l'entreprise, ils acquièrent les actions qui sont nouvellement émises. Ça, c'est primaire, des actions neuves. Actions secondaires, c'est des actions qui sont détenues par des associés, déjà présents dans l'entreprise, et qui sont vendus, souvent dans le cadre de levée de fonds, mais quand les sociétés sont plus matures. Donc là, je parle sous ton contrôle, Willy, qui sont souvent des sociétés qui sont déjà à la série B, donc seed, série A, série B, et généralement avec des valorisations assez importantes. Et c'est le moment aussi où des entrepreneurs peuvent, eux, monétiser une part de ce qu'ils détiennent. Donc c'est souvent ce cas-là, si je ne me trompe pas, où les employés peuvent également vendre des actions, mais avant de vendre l'action, c'est quoi? Il faut qu'ils aient acquis le droit de l'acheter. Et ça, c'est le vesting schedule dont parlait Kat. Ce vesting schedule, c'est quand on te donne un BSPCE, en fait, on ne te donne pas, voilà, tiens, tu as le droit d'acheter sans action. Non, on te dit, tiens, tu as le droit d'acheter sans action si tu restes dans l'entreprise pendant combien de temps? Généralement, c'est 4 ans, avec un an de cliff qui est, si tu pars avant cette année, tu n'as rien. Ça, c'est de manière très simple. Je ferme la parenthèse et le cours de BSPCE, et on va reprendre l'autre question. Donc c'est hyper intéressant ce que vous nous avez dit. C'est est-ce que les BSPCE, ces stock options-là, c'est le seul moyen utilisé? C'est le moyen le plus utilisé. On l'a vu en France, 88%, ce qui est énorme. C'est un plébiscite. Hein. Si on a ça aux élections, on se pose la question. Bref, mais du coup, la question de savoir pourquoi on utilise les BSPCE. Cécile, tu as pris le micro, donc c'est pour toi d'abord. Je pense que pourquoi on utilise des BSPCE, c'est quoi? C'est une question là. Ouais, je pense qu'il y a une question aussi. Alors, je pense par rapport au. Juste pour rajouter sur les collaborateurs tout à l'heure, parce que je répondrai à cette question après. Je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode aussi autour des BSPCE. Pour les jeunes collaborateurs avec qui je parle, des jeunes candidats, souvent ils me disent ouais, en gros, les BSPCE, c'est un peu le package baby-foot, coca gratuit, café gratuit. J'en veux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'en veux. Donc c'est aussi
Il y a aussi un peu ce dumping des BSPCE. Si on n'en donne pas, on n'est pas cool, on n'est pas une start-up bien. Donc voilà, il faut faire aussi attention à ça et à ce qu'on met derrière aussi. Donc oui, il y a ce côté un peu de dumping aussi à BSPCE. Si on n'en donne pas à tout le monde, si on n'en donne qu'au C-level, il y a un truc qui est un peu louche, quoi. Et ça, tu me tends une perche justement pour cette slide, qui est de tous les employés qui n'ont pas d'intéressement, combien en veulent? Bah, tout le monde. Hein. Même si on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ça. Hein. Et donc tout le monde veut un avantage, ça c'est normal. Ça c'est la règle de base des salariés, ça c'est normal. S'il y a un avantage, ils le veulent. Ils ne le comprennent pas forcément, mais ils le veulent. Donc ta question, excuse-moi. Non, mais la question est de savoir justement pourquoi, et Willy, tu vas peut-être nous dire aussi, mais les BSP sont utilisés plus que d'autres outils. Donc, Willy, je t'en prie. En gros, il y a 3 instruments en France, principalement pour associer, pour donner des options à des achats d'actions en France. Il y a des BSPCE, des BSA et des actions gratuites. L'avantage principal des BSPCE, c'est qu'il n'y a pas de somme à libérer au moment de l'exercice. Donc, ni l'entreprise ni le salarié a besoin de payer au moment où on offre les options, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Et il y a aussi une question fiscale. Les BSPCE ont des conditions fiscales qui sont avantageuses parce qu'on est sur de la flat tax, donc c'est 30, je pense d'ailleurs, oui c'est ça, c'est 30%, j'imagine, au-delà de 2 ans de détention, quelque chose comme ça. Enfin, c'est 3 ans. Ouais, ça change tous les ans. Et ça aussi, c'est une vraie question, mais là, du coup, France Digital aussi a fait beaucoup de lobby sur ces questions, même avec Jean-David Chamboredon à l'époque, les pigeons, et puis ça a été une vaste question. Mais du coup, pourquoi les BSPCE plutôt qu'un autre outil? Et même la question peut-être au niveau international, pourquoi ce type d'intéressement qui est plébiscité par les startups? Est-ce que c'est parce que ça coûte rien et qu'on l'utilise de manière assez opportuniste? Mais est-ce que ça coûte vraiment rien? Il n'y a pas une question de dilution? Je vais me faire le porte-parole de mes 2 voisines qui ont hoché la tête pour dire que oui, effectivement, de surcroît avec la flat tax à 30%, le BSPCE est devenu quelque chose d'hyper attractif. Après, c'est marrant, mais le BSPCE, ça date des années 90. Et c'est soudainement devenu particulièrement attractif quand en fait le régime des stock options est devenu complètement fucked up, avec des taux de taxation particulièrement élevés. Et aujourd'hui, faut qu'on se le dise quand même un peu ici, c'est la raison pour laquelle on utilise particulièrement l'outil BSPCE, c'est que non seulement il est simple, mais surtout parce que les autres sont particulièrement compliqués. Régime stock options. Les actions gratuites, c'est encore un petit peu différent. On y viendra peut-être. Ce qu'on observe, c'est surtout BSPCE effectivement pour des startups, actions gratuites pour les scale-up et stock options pour les très grands groupes. C'est un petit peu la linéarité de la chose. D'accord. Et d'un point de vue international, on en parlait un petit peu, comparé peut-être aux pays anglo-saxons, comment on se situe nous par rapport à ça? Est-ce qu'on est assez en avance? Est-ce que par rapport à la maturité du marché, c'est ce que tu disais aussi, ça va venir peut-être s'améliorer sur plein de raisons, sur la manière dont on peut intéresser, la manière dont ça peut être compris. Quel est ton sentiment là-dessus, Kat? Je vais laisser le sujet plutôt réglementaire et fiscal à Nicolas. Ouais, je vais pas vous poser des cols. Mais on peut aussi parler de la dimension culturelle. En fait, quand on parle de la manière dont le BSPCE et les stock options sont utilisés, c'est pas uniquement comme un outil financier ou fiscal. Par exemple, quelque chose qui nous arrive souvent que je trouve assez drôle, c'est quand on a des startups qui ouvrent un bureau à l'étranger, ils commencent à recruter leur premier C-level, ils ont, aux États-Unis, plus spécifiquement côte ouest, il y a un choc culturel quand ils voient que le C-level leur demande un package qui est 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus grand à ce que demandera des execs ici. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui joue un tout petit peu sur la manière dont c'est utilisé ou pas utilisé. Et justement, je pense que là où l'internationalisation devient hyper compliquée, c'est pas, il y a la partie réglementaire, fiscale, harmonisation de tout ça, mais c'est aussi sur le fait que d'un pays à l'autre, la perception de ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut, pourquoi, comment tu peux faire. En plus, quand tu es un fondateur, tu as envie vraiment de traiter tout le monde sur le pied d'égalité, ce qui est assez compliqué, justement. Je comprends. Avoir une logique égalitaire, c'est très souvent difficile. Et du coup, en termes d'attractivité, les BSPCE, c'est un atout, ça on le comprend. Et Cécile, toi, de ton côté, quels sont les autres avantages sur lesquels peuvent jouer ces startups? Si tu as des conseils peut-être à donner à des entrepreneurs dans la salle, sur quoi ils peuvent attirer les personnes qui souhaiteraient recruter? Il y a cet intéressement capital, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi?
C'est super large ce que peut offrir une start-up en termes d'attractivité. Bien sûr, il y a la rémunération, il y a les BSPCE, il y a les avantages. Après, il y a surtout le projet, le poste, les responsabilités que le collaborateur peut avoir, sur quoi il va développer ses compétences. Je pense que c'est surtout ça qu'offrent aujourd'hui les start-up. Le champ des possibles est beaucoup plus large aujourd'hui pour certains collaborateurs dans ce genre de boîte que dans les gros groupes. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent et c'est ce dont ils ont envie. Donc les start-up ont tout intérêt à surfer là-dessus. Et je rejoins aussi un peu ce côté, ouais, j'ai des BSPCE, peut-être que je les actionnerai jamais, peut-être que je démissionnerai entre-temps, peut-être que j'irai jamais jusqu'au vesting final de toute manière, mais il y a ce côté un peu égalitaire, je suis associée à un projet. Et c'est un peu ce dont les collaborateurs ont envie aujourd'hui, surtout les jeunes DIP. Je suis dans un projet, j'ai des BSPCE, ouais, je me sens un peu investie. Peut-être que finalement, je ne gagnerai pas de sous grâce à ça, mais en tout cas, il y a quelque chose en tout cas qui passe sur le message, sur l'impact, okay. Exactement. Ouais, je comprends. Tu veux dire un mot ? Non, mais je voulais revenir sur la durée de 3 ans. En fait, quand tu dis 3 ans aux gars que tu viens d'embaucher alors que tu as créé ta start-up avant-hier dans le garage, en fait, tu leur dis on va aller loin ensemble déjà. Quand tu sais que le couloir de la mort, c'est 80% des startups qui claquent dans les 2 ans, quand tu leur dis en fait vous allez exercer un truc dans 3 ans, tu signes un pacte de confiance avec les gens qui vont te suivre pendant. Tu leur dis implicitement, on va traverser le couloir de la mort, on va aller faire de grandes choses ensemble et potentiellement, comme on partage du capital, peut-être un jour c'est l'entrée en bourse, le rachat, etc., etc. Et je trouve que c'est hyper important quand tu dégages ta vision en tant que fondateur, c'est de dire voilà, il y a des caps. Et le simple fait de distribuer des BSPCE, tu dis le couloir de la mort, on le franchit. Et je trouve ça hyper ambitieux. C'est pas un film, mais qu'est-ce que tu appelles un peu couloir de la mort ? C'est une stat que tu retrouves dans tous les écosystèmes dans le monde, que ce soit Israël, la Silicon Valley ou la France. C'est 80% des boîtes qui, au bout de 2 ans, ça ne fonctionne pas. Ouais. Je vais vous embêter un peu sur les termes, je vais creuser pour essayer de vulgariser un peu ce dont on parle ce soir. Et tu voulais rajouter un petit mot peut-être, Kat ? Oui, non, bien sûr. En fait, je veux juste voir combien de fondateurs il y a dans la salle, grosso modo. Et je veux savoir, donc, combien d'entre vous ont déjà embauché quelqu'un à l'étranger ? Et en fait, quand on parle de quels sont les outils d'attractivité des entreprises françaises, il y en a un qui est quand même assez intéressant, c'est la France. Non mais c'est con, moi je suis immigrée et je pense qu'on a beaucoup entendu de The American Dream et tout ça. Moi je veux parler du rêve français. Aujourd'hui, le pays connaît une vraie attractivité. Je ne parle pas forcément en B2B par rapport aux investisseurs, même si tout ça se passe très bien aussi, mais plutôt en mode B2C. Il y a beaucoup d'individus aujourd'hui qui rêvent en fait de peut-être rejoindre une start-up qui cartonne tout en vivant dans un des plus beaux pays au monde. Ça, c'est intéressant aussi à confronter avec aux États-Unis. Il y a aussi un peu du SF bashing, oui. Parce qu'on est très friand aussi d'anglicisme. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est sur, on en parlait, c'était sur tout ce qui est salaire. Il y a des niveaux de salaire. J'entendais il n'y a pas longtemps, c'était un CTO à San Francisco, $400 000 annuels à payer. $400 000, c'est le prix d'une levée de fonds. Enfin, après, c'est ce qui m'a été dit. Est-ce que c'est complètement déraciné de la réalité ? Peut-être, mais les ordres d'idées sont incroyables. Oui, tout à fait. Mais donc je donne l'opportunité de pitcher mon produit, mais je veux juste... Je t'en détache aussi. Non, mais en fait, donc, je posais cette question parce que vous avez quand même un autre super atout à part le BSPCE, c'est quelque chose qui s'appelle la French Tech Visa. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes fondateur de start-up, vous pouvez recruter qui vous voulez dans n'importe quel pays, faire venir eux et leur famille en France en quelques semaines, et leur donner accès à un permis de séjour à 4 ans renouvelable. La France a aujourd'hui, depuis le 1er mars, le visa talent le plus ouvert au monde. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains avantages comme ça. Je vous dis que nous, on travaille avec certaines startups qui ne l'utilisent pas juste pour faciliter certains process de recrutement, mais qui l'utilisent comme un vrai outil. Ils vont dans les pays de l'Est, ils vont en Inde, dans des endroits où tu sais que les gens seraient potentiellement intéressés pour venir bosser dans une start-up en France, ou en Europe ou aux États-Unis ou quoi, mais qui n'auraient jamais de visa. Alors que chez nous, c'est fait en quelques semaines et voilà. Le French Tech Visa, qui a été créé il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Oui, qui a été donc créé on l'a sorti le 1er mars. Super.
Le message est passé, entrepreneur, si vous voulez recruter à l'étranger, Kat est là après, si vous parlez du French Tech Visa. Et toi, Willy, est-ce que tu étais assez d'accord pour faire la synthèse? C'est oui, les BSPCE, c'est un vrai atout, il y en a d'autres qui existent. Et je reviens sur la partie, c'est quelque chose qui est très virtuel, et quand tu te projettes sur 3 ans, sur 10 ans, ce qui est un peu la moyenne, mais tu vas nous le dire, jusqu'au moment où tu peux potentiellement monétiser, est-ce que c'est un vrai atout? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton sentiment sur ça? Je pense que la philosophie, c'est toujours se dire, il faudrait qu'idéalement, ça couvre le cas le plus faible, puisse compenser la perte d'opportunité d'un salaire dégradé dans les premiers temps de la startup. Je pense que c'est vraiment la philosophie minimaliste des stock options et des BSPC en particulier, et de dire qu'en cas de succès, il y aura une association il y aura un gain vraiment conséquent de l'individu. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que l'avantage, c'est que le contexte fait qu'il y a quand même beaucoup de capitaux en ce moment. Donc il y a quand même une capacité de réalisation et de transformation de cette option en gain effectif qui est assez fort. La vraie question, c'est dans 18 mois, s'il y a une récession, s'il y a un choc, à quel point ça, c'est assez fort et comment l'anticiper. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est avoir un deal très clair. Tu vois, dans les stats, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que 30% des salariés interrogés ne savaient pas dans quel stade de financement ils étaient. Alors que fondamentalement, pour comprendre ce qu'on offre, il faudrait non seulement connaître le stade, mais il faudrait connaître le prix par action. Il faudrait comprendre le delta potentiel entre le strike price, donc le prix exercice, et le prix de la revente. Et donc si on n'a même pas le stade de financement, ça souligne qu'il y a encore beaucoup de challenges devant. Et ça souligne qu'il peut y avoir beaucoup de mécompréhension dans l'instrument, parce que finalement, ça implique quand même d'avoir une forme de transparence. Ce qui est marrant, c'est on parlait des Américains. Les Américains sont très attachés au RSU, enfin au stock option globalement, au RSU, j'imagine. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent en valeur absolue, alors que ça n'a aucun sens de parler en valeur absolue. Et donc, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs français se sont dit, pour attirer les anglo-saxons, il faut qu'on divise le prix nominal et qu'on divise par 1000 le prix par action pour donner plus d'options, parce que les gens ont l'impression qu'ils ont beaucoup plus s'ils ont 10 000 BSPCE au lieu d'en avoir 2, alors que ça peut être exactement pareil, c'est juste que les prix par action sont différents, quoi. Les strike price sont différents. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de pédagogie, et il faudrait créer une société spécialisée dans le conseil et la mise en place de tout ça. Quoi. Tu es trop sympa. On ne la connaît pas encore. Mais cette question, c'est aussi une perche que tu me tends au-delà du compliment, c'est sympa. Est-ce que c'est alternatif ou complémentaire de recevoir des BSPCE? Est-ce qu'on peut dire, non, je te donne juste un intéressement capital et du coup, je te paye vraiment une misère sans avoir une augmentation ensuite de salaire, etc. Vous en pensez quoi sur ça? Est-ce que vous passez tous le micro? Cécile. Il n'y a pas une réponse unique là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé et ça dépend aussi du stade de maturité de la boîte. Enfin, si tu rentres chez Doctolib, aujourd'hui, on ne va pas te donner un salaire de misère contre des BSPCE, ça n'aurait aucun sens. Pourtant, c'est quand même référencé comme une start-up encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les profils de C-level, ils vont limite aller s'associer directement sur des start-up early stage. On n'est même plus dans les BSPCE, on est sur de l'association. Oui, ça peut compenser un salaire plus bas. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça change. Je pense que les startups aussi ont évolué aussi sur les salaires et sont aussi des salaires attractifs aussi aujourd'hui, et les collaborateurs veulent ça. Donc dire tu vas être payé 10K et tu as un potentiel gain de 10K dans 5 ans, je ne sais pas si aujourd'hui les collaborateurs l'entendent aussi bien qu'avant. Mais honnêtement, si on reprend encore les datas, j'ai été très marqué par tous ces datas, mais c'était assez intéressant de voir que finalement 60% des boîtes considèrent qu'elles sont trop jeunes pour l'offrir, donc on peut imaginer qu'elles n'ont pas fait de tour d'amorçage. Et pourtant, quand on regardait les niveaux de rémunération, ils étaient relativement élevés. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de vrais discounts par rapport à des salaires de marché. Donc ça pour moi, c'est assez nouveau, parce que pour moi, avant le seed, il y avait quand même très largement une sorte de discount par rapport au salaire de marché, et ce que ça semble indiquer, c'est que c'est plus vraiment le cas, quoi. On est dans un moment où on prend même plus où directement on a le prix marché et on a des BSPCE, donc c'est un beau deal. C'est ce que j'allais dire, faut aussi avoir conscience qu'on est quand même dans un écosystème extrêmement privilégié. Tu regardes les niveaux de rémunération, ils sont très très supérieurs aux moyennes nationales.
en nombre de SMIC, etc. Enfin, donc, j'allais dire, c'est plus fromage et dessert que fromage ou dessert. Faut aussi avoir conscience de ce que c'est que cet écosystème. On est un écosystème qui est privilégié par rapport au reste de la population. Pour revenir sur le sujet, j'ai l'impression que France Digital, BPI et French Tech ont vraiment fait un bon boulot. Mais... T'étais pas DG de France Digital entre 2015 et 2016, toi? Et non, en fait, ce qui est intéressant, tu disais sur la répartition du capital, il y a aussi un feedback que te font les fondateurs qui ont fait des IPO. Ils t'en font des positifs, des moins positifs, de feedback sur l'IPO. Peut-être IPO mais en revanche, ils te disent un truc, c'est que le fait que tu vas sortir en fait des résultats trimestriels, que tout le monde a reçu des stock options ou reçoit des stock options, en tout cas qu'il y a une politique qui est en place, ça te crée en fait une transversalité dans la boîte de l'information, des gens qui vont être beaucoup plus proactifs pour aller chercher ce qui se passe en termes d'évolution, en termes de business model, etc. Et un des aspects positifs qu'ils ont ressenti après l'IPO, c'est que tout le monde du coup était beaucoup plus ouvert sur ce qui se passait dans la boîte. Et les BSPCE, tu observes à peu près exactement la même chose, c'est que si tu en distribues, nécessairement en fait, tous les gens qui en ont bénéficié vont se tourner beaucoup plus vers la création de valeur, vont se tourner beaucoup plus vers ce que fait le petit voisin des sales, vers ce que fait le petit copain du marketing, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fédère la création de la valeur globale. Tu as un moment fédérateur qui est extrêmement important et qui entre en résonance avec l'anarcho-capitalisme ou le libertarien qui pouvait avoir au moment. Et sur ce point, donc IPO c'est introduction en bourse, mais sur ce point, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent la distribution des BSPCE n'est pas la même selon les activités, c'est finalement les incentives et les durées. Les horizons de temps sont un peu différents. Et typiquement, on a tendance à donner moins de BSPCE à des sales parce qu'ils vont avoir un variable très court terme et finalement ils ont besoin d'avoir des cycles de rétroaction très courts. Et donc il y a aussi tout ce sujet de design, de plans et d'attribution en fonction des profils et des activités, quoi. Et par rapport à du variable, tu remets du long terme dans des boîtes qui ont besoin de se projeter effectivement à 3, 5, 10 ans. Et quand on parle de cet intéressement capital, comme tu l'as dit, c'est aussi une question de transparence, parce qu'il faut connaître comment fonctionne une entreprise. Et ma question, c'est est-ce que c'est le rôle de l'entrepreneur que d'éduquer les employés à l'aspect économique de l'entreprise et sur ces notions, notamment quand ils partagent le capital? Kat, qu'est-ce que tu en penses? Je passe des cols. Je sais pas, enfin, franchement, pour moi, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise, de la manière dont les gens associent l'ensemble de leurs employés à cette aventure. Mais je dirais que oui, et je dirais aujourd'hui, tu vois, par rapport à, enfin, je pense que vous voyez plus les guerres de talents d'un point de vue micro, genre quel est le challenge de chaque boîte. Nous, on le voit d'un point de vue macro, qui est qu'il y a tout l'écosystème tech français qui est en train de crever parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Tu vois, c'est un vrai goulot d'étranglement. Et de l'autre côté, tu as un taux de chômage qui est complètement dingue. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une autre raison pour laquelle on n'arrive pas à attirer assez de gens qui sont à l'extérieur, en quelque sorte, de l'écosystème tech, ils ne comprennent absolument pas du tout comment on fonctionne. Et les premières choses qu'ils ne comprennent pas, c'est quand ils voient genre, une package où tu as les BSPCE, ces types de choses-là, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est, pourquoi c'est intéressant, où sont leurs tickets resto. Ça revient à ce que disait aussi Nicolas sur un peu, on est dans un écosystème qui est assez fermé et qui aussi bénéficie de certains avantages. Oui. Et c'est là où peut-être on peut introduire quelque chose, c'est effectivement, à l'heure où on parle autant d'impact et de créer notamment de l'impact social positif, les BSPCE sont un outil merveilleux d'inclusion. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le modèle top-down où en gros tu n'as que le fondateur qui va s'enrichir en capital et puis le reste, bon, touchera son salaire, ce sera sympathique, ce sera fini. Et en fait, et là je rejoins complètement Kat, il faut s'interroger en fait sur quel modèle de gouvernance tu as envie pour aller le plus loin possible. Un des pays en Europe où il y a le moins d'intéressement au capital, ou en tout cas ils n'ont pas l'équivalent des BSPCE, c'est l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, ils ont des modèles de gouvernance où historiquement tu as une participation des salariés hyper forte au niveau des boards, au niveau de même de la syndicalisation qui n'est pas du tout la même. Et donc en fait la question que tu te poses quand tu distribues tes BSPCE, quand tu mets en place tes actions gratuites, etc., c'est la question de comment est-ce que tu as envie que la valeur soit partagée, soit créée, et
combien de temps tu as envie que tes salariés s'intéressent à ta boîte? Dès que tu les impliques sur la gouvernance, c'est à la vie, à la mort. C'est une question d'ailleurs que je voulais vous poser à vous. Est-ce que partage du capital, ça veut dire aussi, et c'est synonyme de partage de la gouvernance? Est-ce que ça permet d'initier ça ou pas? Est-ce que toi, tu le vois peut-être, Cécile, de manière un peu opérationnelle dans les boîtes que tu accompagnes? Je rejoins quand même tout ce qui a été dit, c'est vertueux. C'est vertueux dans le mouvement aussi sur comment on manage aujourd'hui son équipe, comment on manage au global. Les startups ont fait vachement évoluer ces méthodes de management et je pense que les BSPCE ont permis aussi d'avoir une transparence du dirigeant sur aussi où en est ma boîte, c'est quoi mes résultats financiers, où je vais, c'est quoi ma vision, et pas juste des réunions tous les trimestres au board. Il est obligé d'en parler à ses collaborateurs. Donc il y a un vrai choix aussi stratégique de partager, pas que de l'argent, partager une vision et partager une aventure en fait finalement. Et ça, je pense que ça induit sur les méthodes de management aussi. Si on est vraiment dans une prospective, ça peut induire sur ça. Après, avec la limite de comment je communique là-dessus, est-ce que j'ai un discours clair, intelligible pour tous? Aujourd'hui, il y a des CEO de start-up qui partagent le capital, mais qui expliquent tellement mal que finalement, on perd un peu de vue le but ultime. Donc il y a aussi une volonté de garder certaines infos. Donc voilà, il y a toujours cette dichotomie entre je suis patron, il y a des choses que je veux garder pour moi, et en même temps j'ai envie de partager parce que c'est aussi un peu à la mode. Donc voilà, il faut toujours bien trouver la transparence et la communication sur le sujet adéquat, et le niveau de ce que tu as envie de communiquer aussi à tes collaborateurs. Et Willy, toi, tu penses que transparence pour tous ou pas? Parce que ça peut aussi avoir des... Oh, le traquenard. Parce qu'il y a des informations confidentielles. Tu as une minute. Hein. Alors, déjà, juste pour répondre à tes questions précédentes, une option ne donne pas une action, donc vous n'avez pas nécessairement des droits politiques et vous n'avez pas de droit à l'information quand vous avez des options avant de les exercer. Ce qui est d'ailleurs ce qui ouvre un long débat. Ça amorce une dynamique positive parce qu'effectivement, en général, c'est un proxy, mais vous n'avez pas nécessairement tout ce droit à l'information, des droits de vote, cet accès à la gouvernance. Ça, vous pourriez, c'est contingent, mais par défaut, ça ne vous donne pas le droit. Sur la transparence, faut payer pour. Ouais, mais exactement, il faut payer pour. Exactement, il faut payer pour, il faut avoir la capacité de le faire. Et c'est vrai que typiquement, je trouve que c'est une question super intéressante sur est-ce qu'il faudrait designer des boards en mettant des salariés au sein des conseils d'administration. Ce qui est très intéressant, c'est que sur France Digital, c'est un mouvement qui est en train de se faire. Et je trouve ça très très positif. Je trouve qu'il y a un vrai intérêt à le faire. Après, la question, c'est... Le board, c'est quand même un endroit où il y a aussi toute la vulnérabilité de l'entreprise qui s'exprime. Et il y a une vraie question sur à quel point toute culture est compatible à partager le niveau de stress permanent d'un fondateur dans sa boîte et dans son roller coaster permanent de bonnes et de mauvaises nouvelles. Et je pense que c'est pas une évidence que toutes les boîtes, toutes les cultures, dans toutes les industries et pour tous les profils de salariés, la transparence soit une bonne solution. Ouais. Ça, c'est vraiment... souvent, quand on a cette question, la réponse est « ça dépend ». En fait, ça doit être très intentionnel, très structuré, très cadré, très anticipé. Il y a beaucoup d'effets de bord quand on met en place de la transparence. Donc, il faut vraiment anticiper comment c'est mis en place, que ça implique. L'exécution de la transparence doit être vraiment faite au corps. C'est à double tranchant un peu. Et dernière question pour vous, après on va passer aux questions de l'audience. Comment vous voyez l'écosystème là? Il y a eu des annonces... avec le Next 40, la création, on va donner le micro. Kat, hein, tu es prédestiné pour cette question, mais est-ce qu'on va continuer à croître, à avoir un niveau de maturité qui pourra atteindre ceux des écosystèmes les plus matures, qui sont aux États-Unis, qui sont aussi en Israël? Il y a la Chine aussi qui a un écosystème forcément très, très, très important. Et où on se situe, nous, en Europe? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Oui. Next. Non, mais
je ne connais pas le mot en français, mais ce qu'on est quand même en train de voir en 2019 est complètement dingue. Enfin, on est en train de faire un leapfrog de tout le courbe de développement des écosystèmes tech dans le monde. En gros, on a passé, il y a 4 ans, il y avait encore beaucoup de startups qui disaient « Ah, on a du mal à lever, il n'y a pas assez de capital, tout ça. » Et là, d'un seul coup, en 2019, je dirais même plus particulièrement à partir d'avril ou de mai, on commence à avoir une série de méga levées. On double le nombre de licornes qu'on a d'un seul coup, comme ça. Et tout ça était avant l'annonce du président Macron sur les 5 milliards. C'était avant aussi une annonce sur les créations de French Tech 120 et tout ce qui vient avec. Et justement, cette volonté de vraiment mettre en ordre de marche, pas juste mon équipe qui, honnêtement, il y a 3 mois, était une petite équipe de 15 personnes, en fait, qui était à Station F. On est passé du 15 à 150 et ça, c'est parce qu'il y a une vraie volonté. Donc, sur est-ce qu'on peut y arriver, je pense que oui. Est-ce qu'on veut y aller? Je pense aussi c'est oui. On voit qu'il y a cette forte volonté. Après, moi, je pense vraiment pas que sur le long terme, on va y arriver complètement seul. Et il y a une vraie vision en fait à créer autour de pas juste la French Tech, mais de Europe Tech. Parce que, tu vois, on a beau se vanter de tous ces jolis chiffres et tout ça, mais à la fin de la journée, on est des nains par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois. On va rester sur cette petite note positive. On peut les applaudir bien fort pour avoir participé.